Comment était le comportement de ton père envers les femmes? Mon père obligeait toutes les femmes de la maison à lui demander la permission pour le moindre geste, sous prétexte que les hommes naissaient pour commander et que les femmes étaient faites pour obéir. Tout a basculé quand j'avais 10 ans, le jour où maman a répondu au téléphone sans demander son accord. Il l'a plaqué violemment contre le mur et, ce soir-là, il a annoncé qu'à partir de maintenant, chaque femme devrait obtenir son feu vert pour tout. Mon grand frère Tracy, lui, était affalé sur le canapé, plongé dans son jeu vidéo, et n'a même pas levé les yeux. Ce soir-là, au dîner, j'ai voulu prendre ma fourchette, mais papa m'a serré le poignet si fort qu'un bleu est apparu. « Tu as demandé ?» a-t-il lancé. J'ai dû demander la permission pour manger, pendant que Tracy se resservait tranquillement, sans se soucier de rien. Mon petit frère Ryan a éclaté de rire en voyant maman demander l'autorisation de se lever de table. Les règles se multipliaient de jour en jour, mais elles ne concernaient que nous. Il fallait demander pour aller aux toilettes, s'habiller, ou même parler quand on nous adressait la parole. Mes frères, eux, circulaient librement, mangeaient quand bon leur semblait, et faisaient ce qu'ils voulaient. Tracy ouvrait le frigo et piochait ce qui lui plaisait, alors que je pouvais rester 20 minutes à supplier pour un simple verre d'eau. Ryan a vite saisi l'opportunité. Il mangeait des biscuits devant moi, tandis que j'attendais désespérément le feu vert de papa pour croquer un cracker. « Les filles n'ont pas besoin de tant manger », répétait papa, refusant la plupart de nos demandes, tout en rappelant à mes frères de bien se nourrir pour être forts. J'en arrivais à ne plus réussir à me concentrer à l'école, terrorisée à l'idée que mes frères rapportent tout à papa. Une fois, pendant un cours de maths, j'ai utilisé les toilettes, et Ryan m'a croisé dans le couloir. Ce soir-là, mon père m'a laissé debout dans un coin, les bras en l'air, 6 heures durant, alors que mes frères jouaient à la Xbox dans le salon. À chaque fois que mes bras faiblissaient, il ajoutait 1 heure de punition. Tracy a même mis son jeu en pause pour me regarder galérer. « Voilà ce qui arrive aux femmes qui oublient leur place », a lancé papa en s'adressant à lui. « N'oublie pas ça le jour où tu auras une femme. » Maman a tenté de demander de l'aide lors d'une sortie autorisée au supermarché, mais papa avait déjà mis toute la ville dans sa poche. Quand la caissière a tendu à papa le mot que maman lui avait discrètement passé, il l'a rasé le soir même, la tête entière, pour la punir. Mes frères faisaient leur devoir à la table, tandis que papa passait la tondeuse sur le crâne de maman. « Ta mère pensait pouvoir décider sans moi », leur expliquait-il. Mais le cerveau d'une femme n'est pas fait pour réfléchir. Ryan a même demandé s'il pouvait l'aider à finir de raser, et papa l'a laissé faire l'arrière. Ma sœur, elle, a essayé de s'enfuir par la fenêtre une nuit, mais les alarmes se sont déclenchées. Papa l'a ramenée de force et l'a enfermée 3 jours au sous-sol, sans rien à manger. Pendant ce temps, il nous a fait servir des repas élaborés à mes frères, à maman et moi, expliquant que c'était dans notre nature. Tracy a commencé à nous appeler les servantes, et papa n'a jamais rien dit pour l'arrêter. Ryan faisait exprès de salir pour qu'on nettoie sans demander, puis nous dénonçait pour mouvements non autorisés. Les punitions prenaient des formes de plus en plus tordues, et mes frères participaient volontiers à leur invention. Parler sans permission nous valait des jours entiers avec du ruban adhésif sur la bouche. Tracy a proposé qu'on m'attache des gants de cuisine quand je m'étais grattée sans autorisation. Pendant 1 semaine, j'étais incapable de rien faire seule et devais supplier papa ou mes frères de me nourrir. Ryan trouvait ça très drôle de faire semblant de ne pas entendre ma voix. Même Tracy a fini par détourner les yeux en me voyant pleurer de faim, mais il n'a jamais protesté. Mon petit frère était devenu le bras droit de papa, surveillant le moindre de nos gestes et notant chaque écart. Il signalait quand les mains de maman tremblaient sans permission ou quand ma sœur clignait trop des yeux. Papa lui donnait 5 € pour chaque infraction repérée et Ryan achetait des jeux vidéo avec l'argent gagné sur notre dos. Tracy, au moins, évitait mon regard pendant les punitions. Mais Ryan, lui, s'installait sur une chaise pour savourer le spectacle. Un jour, j'ai tenté de simuler une maladie pour être emmenée à l'hôpital et demander de l'aide. Papa a vérifié si je mentais en approchant un briquet de mon bras, sous les yeux de mes frères, affirmant que si j'étais vraiment malade, je serais trop faible pour réagir. « Bonne leçon pour vous, les garçons », a-t-il dit en appuyant la flamme sur ma peau. Les femmes mentent sur la douleur pour attirer l'attention. Tracy a quitté la pièce, écœurée, mais Ryan était resté, fasciné. Plus tard, papa lui a offert son propre briquet pour qu'il nous teste à chaque fois qu'il doutait de notre sincérité. Après sont venus les colliers électriques qui infligèrent des décharges pour chaque geste non autorisé. Papa a installé l'application de contrôle à distance sur les téléphones de mes 2 frères. « Vous êtes des hommes maintenant », leur a-t-il dit. « Il est temps d'apprendre à tenir les femmes. » Tracy a supprimé l'application après l'avoir essayée 1 fois et avoir vu ma sœur convulser, mais Ryan a gardé la sienne et s'en servait pour s'amuser, même quand papa n'était pas là. Il attendait qu'on porte quelque chose de lourd pour nous choquer et rire de nous voir tout lâcher. Puis Ryan s'est vanté auprès d'un copain de nos colliers, et ce copain a été mal à l'aise. Sa mère a fini par appeler chez nous pour demander des explications. Papa, fou de rage en découvrant qu'on avait parlé, nous a accusés d'être responsables de la maladresse de Ryan et a décidé que désormais, nous vivrions au sous-sol. Mes frères gardèrent leur chambre, et nous, on héritait de ce qu'il avait préparé en bas. Il m'a envoyé découvrir nos nouveaux logements. 3 cages métalliques ancrées au béton, équipées de tubes pour la nourriture et les besoins, pour qu'on n'ait même plus à demander la permission, puisqu'on ne pourrait plus bouger du tout. Les serrures électroniques arrivaient le lendemain.
Ryan sera responsable de vos repas, a dit papa. Bonne formation pour quand il aura une femme. À 12 ans, mon frère aurait le contrôle total sur notre survie. Je suis restée là, à contempler ces 3 cages vissées au sol, pendant que papa expliquait à Ryan le planning des repas. Chaque cage avait une petite porte prévue pour une serrure électronique, et des tubes descendaient du plafond pour l'eau et la nourriture. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de mémoriser chaque détail du sous-sol, comptant les pas jusqu'à l'escalier, et repérant la petite fenêtre près du plafond. Papa a expliqué à Ryan comment tout fonctionnait, versant de l'eau dans un entonnoir relié au tube, pour lui montrer le système. Ryan a voulu savoir s'il pourrait choisir la quantité de nourriture qu'on recevrait chaque jour, et papa lui a répondu que justement, c'était pour lui apprendre à être responsable. Les cages étaient à peine assez grandes pour qu'on puisse s'y asseoir, et je voyais des traces de griffures sur le métal, preuve que quelqu'un avait déjà tenté de s'en sortir. Papa a précisé qu'avec le système d'évacuation, il ne serait plus jamais nécessaire de sortir une fois les serrures installées. Ryan s'est entraîné à manipuler la télécommande que papa avait bricolée, faisant ouvrir et fermer les portes des cages. J'ai vu son visage s'illuminer d'excitation quand papa lui a laissé la télécommande pour recommencer tout seul. L'ambiance du sous-sol semblait encore plus froide que d'habitude, et j'ai noté que maman et ma sœur n'avaient rien vu de tout ça. Papa m'a demandé de remonter aider maman à préparer le dîner pendant qu'il finissait de montrer le dispositif à Ryan. Je suis remontée, les jambes tremblantes, et j'ai trouvé maman déjà dans la cuisine, en train de sortir les casseroles. Tracy était assise sur le canapé, plongée dans son jeu vidéo, sans même lever les yeux en me voyant passer. Les mains de maman tremblaient quand elle m'a tendu des légumes à éplucher, et j'ai aperçu les bleus sur son poignet, souvenir de la veille. On travaillait en silence, tandis que les bruits du jeu de mon frère envahissèrent le salon et que la voix de papa résonnait depuis le sous-sol. À un moment, maman a croisé mon regard alors qu'on remuait les pattes, et ses lèvres ont murmuré un seul mot, sans un son, demain. J'ai compris tout de suite qu'elle voulait dire que l'école serait peut-être notre seule chance de demander de l'aide avant que les verrous ne soient posés pour de bon. On a servi le dîner, et j'ai observé Ryan expliquer à Tracy le planning des repas, un sourire inquiétant aux lèvres. Tracy poussait distraitement sa nourriture, sans nous regarder, pendant que Ryan parlait du contrôle des portions. Papa a félicité Ryan pour avoir compris l'importance de gérer les ressources et a ajouté qu'il ferait un bon mari plus tard. Cette nuit-là, je suis restée allongée sur mon lit, les yeux rivés au plafond, à chercher comment faire passer un message à quelqu'un à l'école. Ryan dormait dans le lit en face du mien, son téléphone posé sur la table de nuit, et j'apercevais encore l'application du contrôleur briller sur l'écran. Toutes les quelques minutes, il bougeait et j'arrêtais de respirer, de peur qu'il se réveille et me surprenne éveillée sans permission. J'ai pensé à écrire un mot, mais je me suis souvenue de ce qui s'était passé lorsque maman avait tenté le coup avec la caissière. La seule solution serait de parler à quelqu'un directement à l'école, mais Ryan ne me lâchait jamais d'une semelle quand on y allait. Je suis restée éveillée presque toute la nuit, espérant trouver un moyen d'obtenir ne serait-ce que 5 secondes seule avec un professeur. Le matin est arrivé bien trop vite, et au petit déjeuner, papa a annoncé que l'installateur des verrous passerait à midi. Il ne nous restait que 4 heures d'école avant de devoir rentrer dans notre prison définitive. Tracy fixait son bol de céréales, tête baissée, pendant que papa expliquait le programme. Ryan pianotait sur son téléphone et montrait à papa des photos de plannings alimentaires trouvés en ligne pour gérer des détenus. Maman gardait un visage impassible en nous servant le petit déjeuner, mais ses mâchoires se sont crispées quand Ryan a proposé un système à 2 repas par jour. Papa a décidé de nous conduire lui-même à l'école, au lieu de nous laisser prendre le bus, et a bien rappelé à Ryan de me surveiller. À la première sonnerie, je me suis retrouvée en cours de maths, l'estomac noué, les mains moites. Après 21 minutes, j'ai serré mon ventre et levé la main pour demander à aller à l'infirmerie. Le prof, l'air inquiet, m'a écrit un mot alors que je me tenais, courbée, comme si j'avais mal. J'ai soigneusement plié le mot et attrapé un crayon sur mon bureau, discrètement. Dans le couloir désert, j'ai marché lentement vers l'infirmerie, le cœur battant. J'ai appuyé fort le crayon à l'arrière du mot et, d'une écriture tremblante, j'ai marqué HELPCAGESINBASEMENT. Mes mains tremblaient, tant que j'avais du mal à former les lettres, mais j'ai insisté. Soudain, j'ai entendu des pas et levé les yeux. Ryan venait de tourner au coin du couloir, m'observant de loin. J'ai remis le crayon dans ma poche et continué mon chemin vers l'infirmerie, tâchant de garder mon calme. Ryan me suivait à distance, s'assurant que je ne parle à personne. La porte de l'infirmerie était ouverte. Je suis entrée en me tenant le ventre et j'ai posé le mot, face contre la table. L'infirmière l'a retourné pour lire la note du prof et, en découvrant mon message, ses yeux se sont écarquillés. Elle m'a regardé, a jeté un coup d'œil à Ryan, posté dans l'embrasure, puis lui a lancé d'un ton ferme « Retourne en classe tout de suite ». Ryan a hésité, mais l'infirmière s'est levée et, d'un geste autoritaire vers le couloir, l'a obligé à reculer. Elle a fermé la porte à clé, a saisi son portable et m'a fait signe de m'asseoir. Quelques minutes plus tard, elle m'emmenait dans le couloir jusqu'au bureau du conseiller d'orientation où M. Guthrie nous attendait déjà. Il a lu mon mot, m'a lancé un regard grave, puis a commencé à me poser des questions précises sur ce qui se passait chez nous. Je n'arrivais pas à parler, trop peur que Ryan écoute derrière la porte, alors je me contentais de faire oui ou non de la tête. M. Guthrie notait tout ce que je lui montrais pendant que l'infirmière montait la garde à la porte. Il a pris son téléphone et je l'ai entendu dire « urgence » et « danger immédiat » à son interlocuteur. L'infirmière m'a apporté un verre d'eau et m'a pris la main,
pendant que M. Guthrie enchaînait les appels et noircissait ses feuilles jaunes de notes. Elle est restée près de moi encore 1 heure, le temps que M. Guthrie continue à téléphoner et à prendre des notes. Il a fini par lever les yeux vers moi et m'a dit que les services de protection de l'enfance viendraient aujourd'hui, mais qu'il fallait que je rentre comme si de rien n'était pour ne pas éveiller les soupçons de papa. Cette fois, j'avais vraiment mal au ventre à l'idée de retourner là-bas, sachant ce qui m'attendait au sous-sol. Quand la sonnerie du déjeuner a retenti, M. Guthrie m'a accompagnée à la cantine en me répétant de faire comme si tout allait bien, l'aide n'allait plus tarder. Je me suis installée à ma place habituelle, tentant de manger mon sandwich malgré mes mains qui tremblaient trop pour réussir à l'attraper. Ryan s'est installé en face de moi et n'a pas détaché son regard 1 seconde, sans même cligner des yeux, tandis que j'essayais de faire comme si tout était normal, picorant dans mon assiette à peine une bouchée à la fois. De retour en cours de maths après le déjeuner, il a rapproché sa table de la mienne et n'a pas cessé de m'épier. Le prof parlait de fractions, mais moi j'avais la tête ailleurs. Je ne pensais qu'aux cages du sous-sol et à cette fichue horloge qui semblait figée. Chaque minute me paraissait interminable. Je dévisageais la porte en espérant que quelqu'un vienne me chercher, mais rien. Ryan tambourinait avec son crayon sur la table comme s'il faisait le compte à rebours, et j'avais juste envie de crier. À la dernière sonnerie, mon cœur s'est emballé. Je me doutais que papa nous attendrait et ça n'a pas raté. Son camion était garé sur le parking. Pas de bus pour nous aujourd'hui, et il avait l'air furieux. Ryan a filé devant pour s'asseoir à l'avant. Tracy s'est installée à l'arrière, les yeux rivés à son portable, et moi je suis montée le dernier. Papa a annoncé que les verrous étaient arrivés plus tôt du magasin de bricolage, alors on filait direct au sous-sol pour finir le boulot. Mon sac traînait par terre et j'ai discrètement glissé la main dans la poche de devant, prétextant de refaire mon lacet, pour attraper un stylo que j'ai planqué dans ma chaussette pendant que papa surveillait la route et que Ryan tripotait la radio. Le stylo était glacé contre ma cheville, mais si jamais j'entrais dans une cage, il me fallait de quoi écrire. Papa s'est garé dans l'allée et nous a ordonné de descendre direct au sous-sol car il avait du travail. Là-bas, ça empestait le métal et le béton, et les 3 cages nous attendaient, menaçantes, grandes ouvertes. Papa a posé sa boîte à outils bourrée de câbles et de petits boîtiers noirs qui serviraient de verrous. Puis il nous a fait nous aligner contre le mur pour regarder pendant qu'il perçait les cadres des cages pour installer les mécanismes. Tracy s'est planquée dans un coin, les mains dans les poches. Je l'ai vu poser discrètement son téléphone sur l'établi quand papa lui a demandé de l'aider avec les mèches. La perceuse était assourdissante, ça me vrillait les tympans, et maman restait figée à côté de moi, l'air absent, comme si elle était déjà ailleurs. Ma sœur pleurait en silence, des larmes coulant sur ses joues pendant que papa continuait comme si de rien n'était. Il a fixé le premier cadenas à la cage de maman, a tripoté des boutons sur une petite télécommande, et la serrure a claqué, s'ouvrant et se fermant. Ryan observait tout avec curiosité et a demandé s'il pouvait essayer la télécommande, mais papa l'a coupé. Pas maintenant. Il a ensuite posé le deuxième cadenas sur la cage de ma sœur, l'a testé 3 fois pour être sûr que tout marchait. Au moment où il allait finir avec la mienne, on a entendu des pas à l'étage, puis quelqu'un frapper à la porte. Papa a cessé de bricoler, les yeux levés vers le plafond, en se demandant qui ça pouvait bien être. Les coups se sont fait plus pressants. La sonnette a résonné 2 fois. Alors il a lâché ses outils. Il a dit à Ryan, « Va ouvrir, et si on te demande, tu dis que tout le monde est au travail ou à l'école. » Ryan était monté en courant. On l'a entendu discuter sans comprendre ce qui se disait. Papa a repris la perceuse mais jetait sans cesse un œil vers l'escalier, attendant le retour de Ryan. Finalement, la porte s'est refermée et Ryan est redescendu, tout excité, déclarant « C'était quelqu'un des services sociaux. Il voulait savoir pour nous, mais j'ai dit de revenir plus tard, qu'il n'y avait personne. » Papa a esquissé un sourire, a sorti un billet de 20 € de son portefeuille et l'a tendu à Ryan pour le remercier d'avoir géré la situation. Il a ajouté « Maintenant, il faut accélérer », en montrant les cages, télécommande en main. Maman m'a lancé un regard et j'ai lu sur ses lèvres un « non », muet, mais papa la poussait déjà vers la première cage. Elle s'est mise à 4 pattes et a rampé à l'intérieur sous le regard insistant de papa, qui s'assurait qu'elle aille bien au fond. La cage était si étroite qu'elle ne pouvait pas se redresser, obligée de rester recroquevillée, tête basse. Papa a appuyé sur le bouton. La serrure électronique a claqué et ce bruit m'a glacée. Ma sœur a suivi. Elle tremblait tellement qu'elle avait du mal à avancer, alors papa lui a attrapé le bras pour l'aider à s'engouffrer dans la deuxième cage. Elle s'est recroquevillée, cachant son visage dans ses mains. Le cadenas a claqué et mon tour est arrivé. C'était à moi de ramper dans la dernière cage, celle qui deviendrait mon nouvel univers. Je me suis agenouillée, avançant vers l'ouverture de métal, sentant le stylo caché dans ma chaussette qui me pressait la peau. Le sol en barreaux me blessait les genoux et les paumes tandis que je rampais jusqu'au fond, là où pendait le tube d'alimentation. Papa a enclenché la serrure, me laissant enfermée, sans espoir d'en sortir sans la télécommande. Ryan s'est assis sur la dernière marche et nous a observés derrière les barreaux, tel un visiteur devant des animaux en cage. Tracy, elle, est restée dans un coin sans oser croiser nos regards. Mais j'ai vu qu'elle surveillait discrètement son portable posé sur l'établi. Papa a alors commencé à expliquer le système d'alimentation, reliant à chaque cage des tubes en plastique pour pouvoir doser nos repas et nos boissons. Ryan a demandé « Je peux m'en occuper ?» et papa a répondu « Très bonne idée, ça t'apprendra à être responsable. » Papa a pris un entonnoir en plastique relié à un tube transparent qui ressemblait à du matériel de labo, l'a passé par le haut de la cage de maman et a dit à Ryan de bien regarder. Pendant qu'il ajustait les tubes,
J'ai senti le stylo contre ma cheville. J'ai discrètement passé la main, comme si je me grattais, pour m'en saisir. Tandis que papa expliquait à Ryan comment doser les portions et organiser les horaires, j'ai appuyé la pointe du stylo contre le métal du sol et j'ai commencé à tracer, de toutes mes forces, H-E-L-P. Le métal glissait sous la pointe, mais j'ai insisté jusqu'à voir de légères marques. Papa passait déjà à la cage de ma sœur, un autre tube à la main, et j'ai vite écrit nos 3 prénoms sous le mot « Help » pendant qu'il avait le dos tourné. Tracy s'est approché de l'établi, faisant mine de s'intéresser aux outils. Mais j'ai bien vu qu'il récupérait discrètement son téléphone laissé là plus tôt. Il l'a gardé le long de sa jambe, et j'ai distinctement entendu le léger déclic de l'appareil photo. Il nous prenait en photo, prisonniers dans nos cages. Il tremblait tellement que j'ai cru un instant qu'il allait laisser tomber son téléphone, mais il a continué à prendre des clichés tant que papa ne regardait pas. Pendant ce temps, papa finissait de raccorder les 3 tubes d'alimentation, puis il s'est saisi d'une bouteille d'eau sur l'établi pour en verser le contenu dans l'entonnoir au-dessus de la cage de ma sœur. On a regardé le liquide descendre dans le tuyau. Ma sœur a tenté de boire, mais l'eau arrivait bien trop vite et elle s'est mise à s'étouffer et à tousser. Ryan s'est esclaffé. On dirait qu'elle essaie d'apprendre à respirer. Papa lui a lancé « T'as vraiment le sens du contrôle. Tu feras un mari exemplaire, plus tard. » Soudain, la sonnette a retenti à l'étage, suivi aussitôt de coups si puissants qu'on les a clairement entendus jusque dans la cave. Papa s'est figé, a levé les yeux au plafond, puis a soufflé à Tracy. « Va ouvrir, dis qu'il n'y a personne. » Tracy s'est avancée vers les escaliers mais s'est arrêtée net dès la première marche, sans oser bouger. La sonnette s'est à nouveau déclenchée. Les coups se sont faits plus pressants. On distinguait plusieurs voix dehors, et on a vu papa blêmir en comprenant qu'il y avait du monde. Il a dit à Ryan « Reste ici, tu surveilles. Je vais voir de qui il s'agit. » Papa a filé à l'étage et on l'a entendu verrouiller la porte du sous-sol de l'extérieur avec le cadenas. Ryan s'est assis sur la 3e marche en partant du bas, puis a sorti son téléphone avec l'appli pour le collier électrique. Il a appuyé sur un bouton, et tout le corps de maman a sursauté sous la décharge. Elle a crié et Ryan s'est esclaffé. « C'est encore mieux qu'une PlayStation !» Il a ensuite électrocuté ma sœur, qui s'est recroquevillée en boule en sanglotant, tandis qu'il faisait défiler les réglages sur son écran. Les voix au-dessus de nos têtes se faisaient plus insistantes, et on entendait papa crier qu'il fallait un mandat, qu'il connaissait ses droits. Ryan, pour la première fois, a semblé inquiet. Il s'est levé et a collé son oreille contre la porte pour écouter ce qui se passait. À ce moment-là, le téléphone de Tracy s'est mis à vibrer sur l'établi, là où Ryan l'avait posé après lui avoir pris. Il s'est approché, l'a récupéré, a lu les messages à l'écran, et son visage est devenu livide. Une certaine Madame Parker demandait de nos nouvelles, disait avoir prévenu la police. D'autres messages affirmaient qu'elle savait que quelque chose clochait et que les secours arrivaient. On entendait des pas lourds à l'étage, des gens circuler dans la maison, et papa hurler au sujet de propriété privée et de droits constitutionnels. Puis il y a eu un bruit sourd, comme un meuble qui s'effondre, suivi de plusieurs voix autoritaires. La porte du sous-sol a littéralement explosé vers l'intérieur, enfoncée d'un coup, et une volée de policiers a dévalé les marches, main sur l'arme. Ryan a lâché le téléphone de Tracy et s'est précipité vers le fond du sous-sol, mais un policier l'a attrapé par le bras. Tandis qu'il le maintenait, il appelait du renfort et les secours à la radio. D'autres policiers sont descendus et l'un d'eux, nous apercevant dans les cages, s'est aussitôt mis à prendre des photos avec son téléphone. Une policière s'est agenouillée près de la cage de maman et lui a murmuré « Ne vous inquiétez pas, ça va aller maintenant, on va vous sortir de là ». Elle a demandé qui avait les clés ou la télécommande des serrures, et on a tous désigné papa, qu'on descendait menotté. Les policiers l'ont forcé à indiquer l'emplacement de la télécommande. Il a répondu qu'elle était dans sa poche, mais a refusé de préciser laquelle. Ils l'ont fouillée et ont trouvé 2 télécommandes, une pour les cages, l'autre pour les colliers électriques. La policière a appuyé sur un bouton, la cage de maman s'est ouverte d'un déclic, elle l'a aidée à s'extirper et à s'étendre sur le sol de la cave. Maman était incapable de se relever, les jambes engourdies à force d'être restée coincée. Ils ont ensuite libéré ma sœur, qui a immédiatement vomi, entre le stress et l'eau immonde que papa venait de lui faire avaler. À l'ouverture de ma cage, je me suis traînée dehors et je leur ai montré ce que j'avais écrit sur le sol à l'aide d'un stylo. Le policier qui prenait les photos a soigneusement immortalisé les mots et nos prénoms gravés dans le métal. Tracy est descendue avec un autre policier et a remis son téléphone, avec toutes les photos prises. Les pompiers sont arrivés et ont commencé à vérifier si nous étions blessés, pendant que la police commençait à rassembler les preuves dans la cave. Ils ont mis les colliers électriques, les tubes, et pris les mesures des cages dans des sacs de prélèvement. Ryan, désormais assis sur les marches, pleurait sans retenue en répétant que tout était la faute de papa. Mais les policiers avaient déjà vu les messages sur le téléphone de Tracy. Un pompier m'a enveloppée d'une couverture toute douce, a vérifié mon pouls et ma tension, en me demandant si je sentais mes bras et mes jambes. Je sentais des fourmillements partout, tout me paraissait étrange après tant de temps coincé, mais rien ne semblait cassé ou vraiment grave. Ils nous ont aidés à remonter les escaliers, un par un, car nous étions tous trop faibles et tremblants pour marcher seuls. Un inspecteur, badge en évidence marqué Travis McNeil, s'est frayé un chemin parmi les policiers et s'est figé en nous découvrant. Il a blêmi puis a immédiatement saisi sa radio pour appeler du renfort, parlant d'une intervention prioritaire. Il a demandé qui avait les clés des cages et on a tous montré l'étage d'où papa continuait de crier sur les policiers. McNeil a envoyé 2 agents récupérer la télécommande pendant que les pompiers commençaient à forcer les serrures à la pince coupante. Le métal était épais,
Il leur a fallu un temps fou à découper. Maman pleurait sans pouvoir s'arrêter, assise au sol. Ma sœur, elle, était muette, le regard perdu. Finalement, ils ont réussi à sectionner le premier cadenas et à ouvrir la cage de maman. 2 pompiers l'ont soulevée, ses jambes refusant toujours de répondre, l'ont enveloppée dans une grande couverture jaune toute douce, et une policière s'est assise à côté d'elle. L'agente répétait doucement « Vous êtes en sécurité, plus personne ne vous touchera ». Mais maman fixait le mur, absente, comme si elle n'était déjà plus là. Les pompiers sont arrivés à ma cage et se sont mis à découper les barreaux, pendant que je voyais maman se balancer d'avant en arrière. Quand la porte s'est enfin ouverte, j'ai essayé de ramper dehors, mais mes jambes ne répondaient plus, engourdies d'être restées repliées aussi longtemps. J'avais des fourmis partout, je n'arrêtais pas de tomber. Et c'est Madeleine, une secouriste qui m'a rattrapée avant que je ne touche le sol et m'a aidée à m'adosser contre le mur. Elle a examiné mes poignets, là où papa m'avait si souvent serré, et les hématomes étaient d'un noir violacé qui faisait mal à voir. Elle a tout photographié avec une attention extrême, manipulant mes bras doucement pour ne pas me faire souffrir. Angela Wooten, de la protection de l'enfance, a débarqué avec toute une équipe équipée d'appareils photo et de sacs de prélèvement scellés. Il a filé droit vers le coin, où papa avait balancé les colliers électriques, après nous les avoir retirés, les a ramassés avec des gants et glissés dans des sacs séparés en notant soigneusement chaque détail sur les étiquettes. Son équipe a pris des photos des cages sous tous les angles, les a mesurées au ruban, et l'un d'eux est tombé sur les tubes d'alimentation, pâlissant à vue d'œil comme s'il allait vomir. À l'étage, on entendait papa hurler sur la police, exiger un avocat, crier qu'on violait ses droits et sa propriété, jusqu'à ce que le bruit des menottes retentisse. Ryan, lui, était en larmes. Sa voix résonnait à travers le plafond, et il répétait que papa lui avait tout ordonné, qu'il n'avait jamais voulu nous faire du mal. Ma sœur a été sortie en dernier, muette, sans un sanglot, sans un bruit. On nous a descendus une à une dans les escaliers, allongés sur des planches oranges parce qu'on était incapables de marcher. Dehors, des ambulances partout, gyrophares clignotant. J'ai aperçu Tracy à l'arrière d'une voiture de police, avec un agent qui, les yeux rivés sur son téléphone, semblait de plus en plus stupéfait à mesure que Tracy lui montrait les vidéos. L'agent a appelé un collègue, et tous deux sont restés scotchés devant ce que Tracy avait filmé. On nous a répartis dans différentes ambulances, et Madeleine est restée près de moi tout le trajet. À l'hôpital, on nous a installés dans des chambres séparées pour les examens. Madeleine a minutieusement photographié chaque bleu, chaque brûlure, chaque trace sur mon corps, avec une douceur qui n'empêchait pas sa rigueur. Elle retrouvait des blessures que j'avais oubliées, des bleus à des endroits que je ne pouvais même pas voir. Elle a mesuré la marque du collier électrique autour de mon cou et les traces de briquet de papa sur mes bras. Elle s'excusait sans arrêt de devoir tout consigner, mais elle expliquait que c'était indispensable pour l'enquête. Après l'examen, un inspecteur est venu m'interroger. Monsieur Guthrie était là aussi pour me soutenir, ce qui m'a rassurée un peu. L'inspecteur a sorti un enregistreur et m'a demandé de tout raconter depuis le début. Je lui ai parlé de la première nuit, quand maman avait répondu au téléphone sans demander, et de la façon dont papa avait imposé de nouvelles règles. Il fallait demander la permission pour tout, alors que mes frères n'avaient aucune contrainte. J'ai expliqué comment je devais rester debout, les bras levés dans un coin, comment papa me brûlait avec son briquet. Je lui ai raconté les colliers électriques et comment Ryan nous électrocutait pour s'amuser en l'absence de papa. J'ai évoqué les cages, les tubes d'alimentation et le fait que Ryan décidait si on pouvait manger ou non. Quand j'ai tremblé en racontant les pires moments, Monsieur Guthrie m'a serré la main. L'inspecteur posait des questions précises sur les dates, les heures, sur qui avait fait quoi. Il voulait des détails exacts sur ce que papa disait, faisait et sur les agissements de mes frères. Il a tout noté, puis m'a fait signer une déclaration attestant la véracité de mes propos. Dans le couloir, j'ai fini par entendre maman parler enfin. L'intervenante du foyer pour femmes était arrivée et maman lui racontait tout. La note qu'elle avait tenté de remettre à la caissière du supermarché, découverte par papa, la punition qui avait suivi, papa lui rasant la tête devant mes frères, ses tentatives pour nous protéger, toujours vaines. L'intervenante notait tout, répétant à maman que rien de tout cela n'était de sa faute. Maman s'est effondrée en larmes quand l'assistante sociale lui a dit qu'on avait fait preuve d'un courage immense pour survivre. Le médecin a appelé ma sœur ensuite et l'a emmenée dans une autre pièce pendant que j'attendais dans le couloir avec Madeleine. À travers la porte, j'ai entendu ma sœur pleurer pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, et le médecin demandait de l'aide à une autre infirmière pour la maintenir. Ils sont venus avec du matériel spécial pour photographier les brûlures autour de son cou, là où le collier était resté trop longtemps, trop serré. Au bout d'une heure, le médecin est sorti, bouleversé, et a dit à Madeleine qu'il fallait traiter ma sœur tout de suite pour ses plaies infectées, déjà menaçantes à cause d'un début de septicémie. Ils l'ont emmenée d'urgence au bloc opératoire, pendant que le médecin expliquait à Angelo que certaines brûlures étaient du 3e degré et qu'il faudrait greffer de la peau après avoir retiré tout le tissu mort. Angelo notait tout dans son carnet et passait des coups de fil pour organiser une prise en charge rapide pour nous. Ce soir-là, on nous a transférés dans un foyer au centre-ville, sous la surveillance de policiers devant nos portes, parce que papa était encore en garde à vue. Le foyer avait de petites chambres avec de vrais lits et des portes qui fermaient à clé de l'intérieur. Rien que ça a fait pleurer maman, car pour la première fois, c'était à nous de décider qui pouvait entrer. Angelo est resté avec nous jusque tard dans la nuit, à remplir des papiers et à nous expliquer que papa restait en détention provisoire, sans possibilité de sortir, parce que la juge estimait qu'on risquait trop si on le relâchait.
Au petit matin, 2 inspecteurs sont revenus au foyer avec le téléphone de Tracy et ont montré à Angelo les vidéos où l'on voyait Ryan nous infliger des décharges en riant. Sur l'une d'elles, on voyait Ryan appuyer sur le bouton pendant 30 secondes d'affilée, ma sœur hurlait, se faisait dessus, et on entendait la voix de Tracy supplier d'arrêter, mais Ryan continuait, imperturbable. L'inspecteur nous a expliqué qu'il disposait de preuves suffisantes pour poursuivre Ryan en tant que mineur et qu'il viendrait le chercher à l'école ce matin-là. À midi, il se retrouvait déjà en garde à vue au centre pour mineurs, et la juge ordonnait une expertise psychologique pour savoir s'il réalisait vraiment ce qu'il nous avait fait subir. Tracy est partie vivre chez notre tante maternelle, qui a traversé la moitié du pays pour venir le récupérer dès que l'inspecteur l'a prévenu. Il a rédigé une déclaration sur tout ce dont il avait été témoin et promis de témoigner contre papa devant le tribunal si besoin. Quand il a pris maman dans ses bras pour lui dire au revoir, il paraissait soudain tout petit et lui a murmuré qu'il était désolé de ne pas avoir réussi à nous aider plus tôt. Au foyer, maman a rencontré une avocate spécialisée dans les violences familiales, amenée par l'assistante sociale. L'avocate a sorti les papiers du divorce et les formulaires pour l'ordonnance de protection. Mais maman avait les mains qui tremblaient tellement qu'elle n'arrivait même pas à tenir le stylo. C'est l'assistante sociale qui l'a aidée à guider sa main pour signer chaque document, pendant que l'avocate lui expliquait que papa perdrait toute autorité parentale. Après des années à ne rien pouvoir faire sans autorisation, ses doigts se refermaient, incapable d'écrire son nom correctement. 2 semaines se sont écoulées, rythmées par la vie au foyer, les audiences répétées et les rendez-vous médicaux. La juge, une femme d'un certain âge, a étudié toutes les preuves rassemblées par Angelo, y compris les photos de nos blessures et les vidéos tournées par Tracy. Papa est apparu à l'écran depuis la prison, vêtu de sa combinaison orange et menotté, pendant que son avocat réclamait des droits de visite surveillés. Quand papa s'est mis à évoquer ses droits de père, ma sœur s'est réfugiée derrière la chaise de maman, les mains sur les oreilles, et tremblant si fort que l'huissier lui a apporté un verre d'eau. La juge a aussitôt accordé à maman la garde exclusive, et elle a signé une ordonnance de protection permanente interdisant à papa tout contact avec nous, même par personne interposée. 1 mois plus tard, la procureure est venue nous annoncer au foyer que papa avait accepté de plaider coupable pour 15 ans de prison, préférant éviter un procès. Maman a dit que ce n'était pas suffisant vu tout ce qu'il nous avait fait, mais au moins, nous n'aurions pas à témoigner ni à revivre tout cela devant un jury. La procureure nous a expliqué qu'avec autant de preuves, papa serait très probablement condamné, mais que les procès étaient épuisants pour les victimes, et encore plus pour des enfants. 3 mois après notre arrivée au foyer, le procès de Ryan a enfin eu lieu. Il était assis là, l'air complètement perdu, sans comprendre pourquoi il était sanctionné. La juge a étudié l'expertise psychologique, qui montrait que papa l'avait conditionné à voir les femmes comme des objets, tout en précisant que Ryan savait malgré tout que faire souffrir quelqu'un était mal. Il a donc été placé jusqu'à sa majorité dans un centre éducatif fermé, avec obligation de suivre une thérapie et des ateliers sur le respect envers les femmes. Son avocate a essayé de faire valoir qu'il n'avait fait qu'obéir à papa, mais la juge a considéré que la vidéo montrait trop clairement qu'il prenait du plaisir à nous voir souffrir pour qu'on puisse croire à une simple exécution d'ordre. Nous avons commencé une thérapie au foyer, avec une psychologue spécialisée dans les victimes de violences, qui savait combien il était difficile pour nous de parler au début. Lors de la première séance, je suis restée prostrée sur ma chaise, tremblante, pendant que la psychologue attendait patiemment, refusant de me forcer à parler tant que je n'en avais pas la force. Elle m'a tendu du papier et des crayons pour que je puisse dessiner ce que je ressentais, puisque les mots restaient à bloquer, peu importe mes efforts. Maman avait aussi ses propres séances, et parfois, on l'entendait hurler à travers les murs, libérant des années de colère enfouie. 4 semaines après la fin de tout ça, Tracy nous a fait parvenir une lettre par l'intermédiaire de notre tante, puisqu'il n'avait pas encore le droit de nous écrire directement. Maman l'a ouverte, les mains tremblantes, et nous l'a lue à voix haute, alors que nous étions toutes les 3 réunies sur son lit dans notre chambre du foyer. Tracy expliquait qu'il suivait une thérapie lui aussi, qu'il prenait conscience de la toxicité des enseignements de papa et qu'il regrettait de nous avoir traités comme des domestiques et d'être resté spectateur de notre douleur sans jamais intervenir. Il racontait qu'il faisait désormais des cauchemars à propos des punitions, du coin, des brûlures, et qu'il aurait aimé avoir eu le courage d'en parler à quelqu'un à l'école. Quand maman a lu le passage où il disait qu'il nous aimait et espérait mériter notre pardon un jour, nous avons toutes éclaté en sanglots, même ma sœur qui n'avait pas versé une larme depuis notre sauvetage. L'assistante sociale nous a tendu des mouchoirs et est restée à nos côtés pendant que nous nous accrochions les unes aux autres pour pleurer tout ce que nous avions perdu et tout ce dont nous avions survécu. 2 semaines après la lettre de Tracy, l'assistante sociale est venue frapper à la porte de notre chambre au foyer, avec une grosse enveloppe de l'aide sociale à l'enfance, contenant des bons d'aide au logement pour un petit studio de l'autre côté de la ville. Maman avait les mains qui tremblaient encore en signant le bail, pendant que le propriétaire présentait les serrures de sécurité et la chaîne, sans se douter que ces détails comptaient plus pour nous que l'appartement lui-même. Nous avons emménagé avec seulement 3 cartons de vêtements récupérés et quelques assiettes du foyer. Et ce soir-là, maman a vérifié la serrure 6 fois avant de parvenir à s'asseoir, enfin un peu rassurée. L'appartement était si exigu que ma sœur et moi devions partager un canapé-lit dans le salon. Mais peu importait, car plus personne ne pouvait nous faire de mal, et, pour la première fois, nous décidions qui avait le droit d'entrer. J'ai repris l'école le lundi suivant avec un plan de sécurité mis en place par l'assistante sociale. Chaque matin, avant la première heure,
Puis à la pause déjeuner, je devais passer voir Monsieur Bergutry. Certains élèves dévisagèrent les traces de brûlures en train de cicatriser sur mes bras et chuchotaient à mon passage. Mais ma professeure m'a placée à côté de son bureau et donnait systématiquement des heures de colle à ceux qui m'importunaient. Le principal a appelé maman pour lui annoncer qu'on m'avait assigné une accompagnatrice chargée de m'escorter entre les cours pendant le premier mois et que Ryan n'était pas autorisé à s'approcher à moins de 15 mètres du bâtiment, même s'il était de toute façon en détention. 3 semaines après notre installation dans l'appartement, maman a commencé son nouveau boulot au supermarché, prenant le service du matin pour remplir les rayons avant l'arrivée des clients. Le programme du foyer l'avait aidé à déposer sa candidature et le responsable, au courant de notre situation, a été compréhensif. Le premier jour, quand maman est restée pétrifiée devant un client qui ressemblait à papa, il lui a proposé d'aller se reposer au bureau à l'arrière jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Elle portait toujours des manches longues pour cacher les traces du collier à décharge et une casquette pour dissimuler ses cheveux qui repoussaient, comptant les articles pour s'occuper l'esprit dès que l'angoisse prenait le dessus. Il a fallu 3 mois avant que ma sœur réussisse enfin à passer une nuit entière sans se réveiller en hurlant à cause des cauchemars liés aux cages. Je lui tenais la main chaque soir jusqu'à ce qu'elle s'endorme, en fredonnant les chansons que maman chantait avant que papa n'impose ses règles, et peu à peu, sa main se relâchait, le sommeil finissant par chasser les mauvais rêves. La psy disait que c'était normal que le traumatisme ressorte dans les rêves, et nous avait donné quelques astuces, comme laisser une veilleuse allumée ou vaporiser un peu de lavande sur les oreillers. Un matin, je me suis réveillée et j'ai vu ma sœur encore profondément endormie à 7 heures, le visage détendu, enfin apaisé, et maman n'a pas pu s'empêcher de pleurer de joie en préparant le petit-déj. Tracy a commencé à venir nous voir chaque semaine au centre communautaire, sous la surveillance de notre tante, car le juge avait décrété qu'il ne pouvait pas encore rester seul avec nous. Dès la première visite, il n'osait presque pas nous regarder, les mains tremblantes, expliquant que sa psy essayait de lui faire comprendre que tout ce que papa lui avait appris sur les femmes était faux et toxique. Il nous a montré des dessins faits en thérapie pour exprimer ce qu'il ressentait sur tout ce qui s'était passé, la plupart du temps des gribouillages sombres avec de petites silhouettes coincées dans un coin. Notre tante faisait semblant de lire dans un coin de la pièce, mais elle ne nous quittait pas des yeux pendant que Tracy racontait la vie dans le foyer où il vivait à présent avec d'autres garçons, tous en train d'apprendre à dépasser la masculinité toxique. Il disait qu'il devait s'entraîner à demander la permission pour savoir ce que ça fait, et qu'un garçon qui avait fait du mal à sa sœur devait lui écrire 100 lettres d'excuses. Un mardi après-midi, l'inspecteur a appelé alors que maman était au travail pour nous informer qu'ils avaient fouillé l'ordinateur de papa et découvert des plans pour les cages qui remontaient à 5 ans. Il avait commandé le métal pièce par pièce en ligne, en camouflant les achats sur différentes cartes bancaires, et avait même rédigé des documents détaillés sur la façon d'apprendre à ses fils à contrôler les femmes. Il y avait aussi des mails adressés à des groupes masculinistes où il se vantait de son système et encourageait d'autres hommes à essayer la même chose chez eux. L'enquêteur nous a dit que ces preuves garantissaient à papa la peine maximale, car ça montrait bien qu'il avait tout prémédité. Ce n'était pas juste un coup de folie. Les cheveux de maman repoussaient tellement lentement qu'on les mesurait chaque dimanche à la règle, fêtant le jour où ils atteignaient 1 cm, puis 2, puis enfin assez pour devoir les brosser. Le jour où elle a pu faire une toute petite queue de cheval, à peine 2 cm dressée sur sa tête, elle a fondu en larmes devant le miroir pendant que ma sœur et moi la décorions avec toutes les barrettes colorées qu'on avait trouvées dans le magasin pas cher. Elle a gardé ses barrettes rose fuchsia et jaune au travail le lendemain, et son chef lui a lancé qu'elle était ravissante, ce qui lui a arraché un vrai sourire, bien loin de celui qu'elle s'obligeait à afficher depuis des mois. J'ai intégré un groupe de parole pour enfants au centre communautaire. On était 8, assis en cercle, à raconter ce qu'on avait vécu, chacun avec son histoire de maltraitance. Une fille expliquait que son oncle l'avait enfermé des jours dans un placard, un garçon que sa mère l'avait brûlé avec des cigarettes, et entendre ces récits m'a fait comprendre qu'on n'était pas seul à avoir survécu à des choses terribles. L'animatrice nous apprenait des techniques pour gérer nos émotions, comme la respiration profonde, ou des exercices d'ancrage, où on devait citer 5 choses qu'on voyait, 4 qu'on pouvait toucher, 3 qu'on entendait, 2 qu'on sentait, et 1 qu'on pouvait goûter. 6 mois après avoir quitté la maison de papa, on a enfin connu une journée parfaitement normale. Personne n'a pleuré, personne n'a fait de crise d'angoisse, et on n'a pas sursauté au moindre bruit. On a commandé des pizzas et regardé des dessins animés sur la télé offerte par le foyer. Ma sœur a choisi le film, et maman et moi, on savourait de la voir se comporter comme une enfant comme les autres. Cette nuit-là, on a tous dormi sans cauchemar, et on s'est réveillés sans cette peur qui nous collait à la peau depuis si longtemps. Après 8 mois au supermarché, maman a été promue chef d'équipe. Son patron disait qu'elle n'avait jamais manqué une seule journée et qu'elle faisait toujours son travail à la perfection. Elle est rentrée avec une petite augmentation et des avantages, dont une mutuelle, ce qui a enfin permis à ma sœur de commencer à se faire vraiment soigner pour les séquelles nerveuses du collier à décharge. Son responsable lui a dit qu'elle était l'employée la plus fiable qu'ils avaient eue depuis des années, et elle a retrouvé ce sourire sincère qu'on n'avait plus vu depuis l'époque où papa ne dictait pas encore sa loi. Un après-midi, ma sœur est rentrée de l'école avec une enveloppe rose, complètement paniquée à l'idée de nous la montrer.
Elle l'a sortie en tremblant de son sac et maman l'a lu, une invitation à l'anniversaire d'une copine au bowling le samedi suivant. L'assistante du foyer, qui continuait à passer nous voir chaque semaine, a dit que c'était un vrai progrès et a aidé maman à remplir l'autorisation pendant que ma sœur surveillait tout, morte de trac. Ce samedi matin-là, ma sœur a changé de tenue 4 fois avant qu'on l'accompagne au bowling. Les mains de maman tremblaient sur le volant tout le trajet. On est resté 10 minutes sur le parking à regarder les autres enfants arriver avant que ma sœur ne trouve le courage d'ouvrir la portière et d'y aller seule. Maman et moi, on s'est installés dans le café d'en face et on a passé 2 heures à fixer nos téléphones, craignant le pire à chaque fois que quelqu'un s'approchait de notre table. Quand on est venu la chercher, elle rayonnait, un sachet de bonbons à la main, intarissable sur les 3 strikes qu'elle avait réussi et la pizza partagée avec les autres enfants. À l'école, Monsieur Dugutry nous a demandé d'écrire sur le courage en anglais et j'ai passé toute une semaine à rester après les cours pour taper mon histoire au labo informatique. J'y ai raconté le matin où j'ai prévenu l'infirmière sous le regard de Ryan, comment maman avait cherché de l'aide au supermarché et la façon dont ma sœur s'était échappée par la fenêtre en sachant très bien que les alarmes allaient se déclencher. Monsieur Dugutry l'a lu à sa pause déjeuner, les yeux embués, puis il m'a aidé à la corriger avant de la soumettre à un concours d'écriture régional pour lycéens. 3 semaines plus tard, une lettre du tribunal est arrivée, nous annonçant que l'appel de papa avait été rejeté et qu'il finirait sa peine de 15 ans, sans possibilité de sortir plus tôt. Le procureur a téléphoné à maman pour lui expliquer que les photos trouvées sur le téléphone de Tracy, ainsi que les preuves de plusieurs années de préparation, rendaient impossible tout allègement de peine. Elle nous a aussi appris que Ryan allait mieux au centre pour mineurs, qu'il suivait une thérapie quotidienne et qu'il pourrait peut-être intégrer une famille d'accueil dans 6 mois si ses progrès continuaient. La cérémonie de remise de diplôme de Tracy s'est tenue en juin. Il nous a invités, même si cela faisait 2 mois qu'on ne l'avait pas vu. Nous nous sommes installés tout au fond de l'auditorium. On l'a regardé traverser la scène en toge et mortier, et quand son nom a été appelé pour prononcer un discours sur le fait de surmonter l'adversité, il a parlé de son enfance dans une maison où l'on apprenait à confondre le bien et le mal. Il nous a remerciés d'avoir survécu à ce qu'il aurait dû empêcher et a promis de consacrer sa vie à réparer le tort d'être resté silencieux pendant que nous crions. Notre appartement a pris des airs de vrai chez nous une fois qu'on a accroché des cadres au mur, de simples tableaux trouvés dans un magasin à 1 euro, avec des tournesols ou des plages où l'on n'était jamais allé. Maman a acheté 3 petites plantes pour la fenêtre de la cuisine, arrosées chaque matin, un sourire attendri dès qu'une nouvelle feuille apparaissait. Ma sœur a choisi du violet pour son côté de notre chambre et on a passé le week-end à repeindre, à s'en mettre partout, à rigoler quand maman est entrée tout éclaboussée de taches violettes. Le mardi où la lettre annonçant ma victoire au concours d'écriture est arrivée, elle était accompagnée d'un chèque de 500 €. Je suis allée l'encaisser à la banque où maman avait ouvert son nouveau compte, puis j'ai filé au grand magasin où j'ai trouvé un long manteau d'hiver bleu à capuche bien chaude qui a presque englouti tout l'argent. Maman a fondu en larmes quand je le lui ai offert, mais cette fois, ce n'étaient que des larmes de bonheur. Elle m'a dit qu'elle était fière de la force que j'avais montrée, même si, moi, je ne me sentais pas si courageuse. Ma sœur a décroché le rôle de la princesse courageuse dans la pièce de l'école, et elle s'est entraînée tous les soirs pendant 3 semaines, nous rejouant inlassablement la scène du combat à l'épée. Le soir de la représentation, on y est tous allés, même Tracy qui avait fait 2 heures de route pour venir. Quand elle est entrée sur scène avec sa couronne en carton, maman m'a serré la main si fort que ça m'a fait mal. Pendant la scène où la princesse sauve le royaume, maman a murmuré que ma sœur était la personne la plus courageuse qu'elle connaissait. Au groupe de soutien, maman a fait la connaissance de David, un homme qui avait lui aussi quitté un mariage violent. Après 3 mois d'amitié, il lui a proposé un dîner. Il est d'abord venu chez nous pour faire connaissance, nous a serré la main doucement, nous a demandé si ça nous convenait qu'il voie notre mère, prêt à attendre si on avait besoin de temps. Quand maman a saisi son sac, il lui a proposé de le porter, sans insister, juste pour aider, et avec ma sœur on s'est échangé un regard qui voulait tout dire. Décembre est arrivé, on a acheté un petit sapin artificiel à la ressourcerie, décoré de guirlandes et de suspensions en papier fait maison. Maman a emballé les cadeaux avec son premier salaire, les a glissés sous le sapin sans rien cacher ni verrouiller. Le matin de Noël, on les a ouverts comme on voulait, sans demander la permission, ma sœur déchirant le papier, moi le repliant soigneusement, pendant que maman prenait des photos avec son téléphone. En janvier, Tracy a reçu sa lettre d'admission à l'université publique et a choisi de se spécialiser dans le travail social, pour aider d'autres enfants à reconnaître la maltraitance et à s'en sortir. Il nous a montré sa lettre de motivation, où il racontait avoir grandi en voyant son père nous faire du mal sans intervenir, et avoir compris que le silence, c'est déjà une complicité. Le jury a souligné dans sa réponse que sa sincérité et sa volonté de changer feraient de lui un excellent travailleur social. 3 semaines plus tard, quand nous sommes arrivés pour notre premier cours d'autodéfense au centre communautaire, ça sentait le vieux tapis de sport. Maman nous avait inscrites après avoir vu une affiche au supermarché et l'instructrice, une petite femme aux cheveux gris, nous a montré dès le premier jour comment se dégager d'une prise au poignet. Ma sœur a répété le mouvement sur moi, encore et encore, tournant le corps et tirant sur son bras jusqu'à ce que ça devienne un réflexe.
Maman a appris à donner un coup de coude en arrière si on la saisissait par derrière, et on s'est toutes exercées à crier non le plus fort possible. Ça nous faisait bizarre au début, mais on s'y est habitué. L'instructrice nous a appris à viser les yeux ou la gorge, à utiliser nos clés entre les doigts comme une arme, et petit à petit, on a pris confiance. On y allait chaque mardi et jeudi pendant 2 mois, à apprendre à éviter les coups, frapper les genoux, et à la fin, ma sœur arrivait à me faire basculer par-dessus son épaule, alors que j'étais plus grande qu'elle. Ce matin, je me suis levée à 7 heures, je suis allée directement dans la cuisine, sans attendre personne. J'ai cassé des œufs dans la poêle, allumé la plaque, et préparé des œufs brouillés pendant que maman dormait encore. Quand j'ai eu envie d'aller aux toilettes, j'y suis allée, en fermant la porte derrière moi. Ma sœur s'est levée, elle a senti l'odeur, m'a demandé ce que je préparais, et je lui ai répondu, sans même penser à vérifier si j'en avais le droit. Il y a ces gestes du quotidien que tout le monde fait machinalement, sans même y prêter attention, alors que pour nous, ils prennent une toute autre dimension. Notre appartement, avec sa porte verrouillée dont nous gardons précieusement la clé, reste le seul endroit où l'on ait vraiment ressenti un sentiment de sécurité. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Cela a été une sacrée aventure à vivre et à partager avec vous. Je vous suis sincèrement reconnaissante d'être présent. Si vous avez lu jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire.